Le saviez-vous déjà? Les histoires de Klaus Becker sont si populaires qu'il existe une application dédiée. Toutes les aventures, des infos sur les personnages principaux, une carte du monde, et vous savez toujours à quel point vous avez écouté chaque aventure, et bien sûr dans laquelle des 9 langues. Procurez-vous l'application Klaus Becker, Klaus avec un K et Becker avec 2 K. Klaus Becker, Cologne, le trésor du 4e roi. Juste un petit bout de chemin du Dôme, un samedi matin, Klaus Becker avait vraiment des problèmes. Sa tante Virginia pleurait. À 12 ans, Klaus avait déjà vécu pas mal de choses. Mais il n'avait jamais vu sa tante Virginia, avec qui il vivait, pleurer. Ses 2 meilleurs amis, Anna et Fabio, qui étaient occupés à emballer les pièces d'exposition dans de grandes boîtes dans le vieux magasin d'antiquités de tante Virginia, le regardaient interrogativement. Mais Klaus ne savait pas vraiment quoi faire. Aucun garçon de 12 ans ne sait vraiment comment se comporter lorsque les adultes pleurent. Heureusement, sa tante Virginia s'était vite calmée et essayait à nouveau de retrouver son sourire éclatant. Après tout, elle ne voulait pas effrayer les enfants. Et d'ailleurs, personne n'était vraiment responsable de cette situation stupide. Excepté, bien sûr, la crue. Chaque année que le Rhin, le fleuve sur lequel Cologne a été construite, transportait trop d'eau et tentait d'inonder la ville. Une telle inondation se produisait également régulièrement dans le passé, et l'eau causait souvent de grands dégâts. Heureusement, depuis quelques années, il y avait un nouveau mur anti-inondation protégeant la vieille ville de Cologne, où se trouvait la maison de tante Virginia, avec la boutique d'antiquités. Cependant, il arrivait de temps à autre que l'eau poussait par le bas contre les fondations des maisons et les endommageait ainsi. C'est exactement ce qui était arrivé à la maison de tante Virginia. Maintenant, elle menaçait de s'effondrer et les réparations devraient pas coûter plus de 200 000 €. Bien sûr, tante Virginia n'avait pas cet argent. Qui avait autant à la banque? Et ainsi, qu'elle le veuille ou non, elle devait quitter sa maison bien-aimée avec Klaus, sauf si un miracle se produisait et que l'argent tombait par la fenêtre. Ou, ce qui était encore plus absurde, que Théo, appelé oncle Théo, trouvait vraiment l'un des nombreux trésors enterrés à Cologne. Pure fantaisie. Il y a 2 jours, oncle Théo avait téléphoné. Il était sur la piste d'un grand secret. Cela avait à voir avec les rois mages. Il y avait eu à l'époque un énorme micmac. Mais il ne voulait pas en révéler plus, et tante Virginia ne voulait pas en savoir plus non plus. Même les pensées des histoires de chasse aux trésors sauvages ne pouvaient pas la réconforter. Et ainsi, tante Virginia, Klaus, Anna et Fabio ont emballé tous les objets exposés du magasin de tante Virginia dans de grandes boîtes. Peut-être qu'ils pourraient vite vendre les affaires, et ça rapporterait au moins assez d'argent pour les premiers mois dans un nouvel appartement. Mais tante Virginia savait mieux. Cela ne serait jamais suffisant pour qu'ils continuent leur ancienne vie. Probablement que Klaus devrait même quitter l'école et déménager avec elle hors de Cologne. Rien qu'à cette pensée, les larmes montèrent à nouveau aux yeux de tante Virginia. Cependant, à cet instant, on entendit un fort « Aïe !» Fabio s'était coincé les doigts entre 2 vieux tableaux en les emballant. De toute façon, Fabio ne semblait pas être concentré de toute la journée, comme Anna l'avait surtout remarqué. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» demanda-t-elle aujourd'hui pour la première fois. Fabio marmonna quelque chose dans sa barbe et voulut se retourner, mais cette fois, Anna ne lâcha pas. « Crache le morceau maintenant !» Fabio était un peu gêné, mais il savait qu'il n'était jamais bon de cacher quelque chose à ses meilleurs amis. Il a commencé à parler tout doucement. Ce matin, à l'école, là, allez, dis-le. » Klaus devenait aussi impatient. Après tout, lui et tante Virginia se battaient pour leur existence. Et enfin, Fabio prit son courage à 2 mains. Je devais réciter un poème devant toute la classe. J'avais tout répété. Et puis je n'ai plus réussi à dire un mot. Mais ce n'est pas grave, répondit Anna, qui s'attendait déjà à une vraie catastrophe. Mais pour Fabio, c'était exactement cela. Une vraie catastrophe. J'étais devant la classe, et tout le monde, vraiment tout le monde, s'est moqué de moi pendant que je ne pouvais que bégayer. Bon, Anna devait l'admettre maintenant. C'était vraiment une mauvaise expérience. Une de celles qu'on oublie difficilement. Rapidement, elle a pris Fabio dans ses bras. « Oublie ça. Ici, avec nous, tu es le meilleur conteur de tous les temps. »
Et c'est vrai, n'est-ce pas, Klaus? Bien sûr, acquiesça Klaus. Les idiots de ta classe ne comprennent vraiment rien. Avec cela, l'ambiance fut sauvée pour le moment. Mais on pouvait voir que Fabio avait encore beaucoup à digérer de cette histoire. Cependant, pas autant que tante Virginia avec le fait qu'elle perdrait très bientôt sa maison et son magasin qu'elle aimait tant. Klaus regarda de Fabio à sa tante. Ce samedi pourrait bien être le pire de tous les temps. Et où était donc l'oncle Théo? Il réussissait toujours à faire rire tout le monde avec ses histoires folles. Et justement aujourd'hui, il n'était pas là. Oncle Théo n'était en réalité pas le véritable oncle de Klaus, et pas non plus lié à lui. Il était le plus vieil ami de tante Virginia, et Klaus l'appelait oncle depuis qu'il pouvait se souvenir. Son vrai nom était Theo von Gollwitz, et il aimait se dire chercheur de trésors de profession. Klaus et ses amis savaient bien sûr que chercheur de trésors n'était pas un vrai métier. Malheureusement, oncle Théo ne le savait pas, ayant cherché à peu près tous les trésors disparus du monde. Le problème était que, si oncle Théo était vraiment un chercheur de trésors, alors il était probablement le plus malchanceux du monde. Il n'avait jamais trouvé un seul trésor, mais s'était souvent mis dans le pétrin, tout comme en ce moment à l'Arsenal. À l'Arsenal de Cologne, une sorte de musée, il y avait beaucoup d'objets exposés venant du passé, des armures et des armes des gardes de la ville de Cologne du Moyen-Âge, par exemple, mais aussi des manteaux et des robes précieux que les gens portaient à l'époque médiévale. Et depuis un certain temps, il y avait aussi plein de vieux documents du long passé de Cologne, entreposés ici depuis l'effondrement des archives de la ville de Cologne. En fait, les documents étaient plutôt inintéressants pour les visiteurs, mais c'était précisément ceux-là qu'oncle Théo semblait vouloir. Dans un coin de la salle d'exposition, il a ouvert une vitrine, ce qui était évidemment interdit, puis il a rapidement fouillé dans une boîte, ce qui était encore plus interdit. Apparemment, il cherchait un document très spécifique. Eh bien, nous avions déjà mentionné que l'oncle Théo était un assez mauvais chasseur de trésors. Malheureusement, il était aussi un bien pire cambrioleur et voleur. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'une alarme stridente ne retentisse, qu'il avait manifestement déclenchée par accident. 3 gardiens du musée se sont immédiatement précipités dans sa direction. L'oncle Théo avait été pris en flagrant délit et une fuite était totalement exclue. Il se tenait là, complètement stupéfait, menotté, pendant que la police était appelée. Tante Virginia ne se doutait de rien à ce moment-là. Avec l'aide des enfants, elle avait terminé son petit inventaire. Environ 20 000 €, c'est ce que rapporteraient les antiquités de son magasin. Désespérément, elle a regardé la lettre que lui avait envoyée le bureau d'urbanisme. 207 300 €, c'est exactement ce que coûterait la réparation de sa maison. Elle avait donc à peine un dixième de la somme dont elle avait besoin. Klaus a essayé de la réconforter. Peut-être pourrait-il gagner un peu d'argent. Même s'il savait bien qu'à 12 ans, c'était plutôt impossible. Et au milieu de tout ce désordre, le téléphone a sonné. L'oncle Théo avait été arrêté et était en prison. Oncle Théo était assis comme un pauvre homme devant le juge de détention quand Klaus est entré en trombe avec tante Virginia. Le juge, qui s'occupait du cas d'oncle Théo, regarda sévèrement ses dossiers et lut dans le rapport de police. Nous avons ici des dommages à une vitrine, tentative de vol d'une propriété du musée et une tentative de fuite lors de l'arrestation. Tu as essayé de t'enfuir ? Klaus ne pouvait pas imaginer comment oncle Théo, qui avait presque 60 ans et quelques kilos en trop, pourrait s'enfuir devant la police. Probablement pour la même raison, le juge devait aussi sourire un peu. Eh bien, il n'est pas allé très loin. Plus précisément, il regarda ses dossiers. Environ 3 mètres, jusqu'à ce que nous l'ayons de nouveau. C'était pratiquement la fuite la plus courte de l'histoire de la police de Cologne. Eh bien, je dois faire plus de sport. Soupira oncle Théo. Mais tante Virginia ne trouva pas cela drôle du tout. Avant toute chose, tu devrais apprendre à utiliser ta tête et à ne rien voler dans un musée. Oncle Théo baissa les yeux, conscient de sa culpabilité. Il savait que Virginia avait raison. Elle avait toujours raison quand elle le grondait. Le commissaire consulta à nouveau son dossier. En fait, je voudrais voir votre... Il regarda tante Virginia qui compléta la phrase. Votre connaissance. Ah, dit le commissaire. En fait,
Je voudrais laisser votre connaissance partir à cause de sa culpabilité mineure. Les dégâts sur la vitrine se réparent rapidement. Malheureusement, il a tendance à répéter ce genre de choses. Il se tourna vers une étagère derrière lui et sortit avec difficulté un dossier qui menaçait d'exploser. Klaus n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Tout ça concerne oncle Théo ? Tout ça et 3 autres dossiers encore. Oncle Théo leva les mains pour calmer le jeu. Mais tout cela a été fait pour des raisons de recherche. Le commissaire se tourna vers tante Virginia pour la rassurer. Je n'ai pas l'intention de mettre votre connaissance en prison. À mon avis, il n'y a pas sa place. Mais, comme récidiviste, quelqu'un doit payer sa caution. Il a dit lui-même qu'il était fauché. Pouvez-vous vous porter garant pour sa caution ? Tante Virginia déglutit. De combien parlons-nous ? Le commissaire lui tendit un stylo et un formulaire. Nous parlons de 20 000 €. Si vous signez ici, vous pouvez le prendre avec vous immédiatement. Lorsque Klaus, Anna, Fabio et un oncle Théo visiblement contrits revinrent au magasin d'antiquités, la colère de tante Virginia n'était toujours pas retombée. « Comment as-tu pu nous faire cela ? Surtout maintenant, alors que nous avons d'autres problèmes. Et 20 000 €, c'était notre tout dernier argent. » Klaus était curieux de savoir ce qu'oncle Théo avait à dire, car bien qu'il réussisse à se mettre lui-même et les autres dans le pétrin, une chose était claire, oncle Théo avait le cœur sur la main. Jamais il ne mettrait volontairement en danger tante Virginia ou les enfants. Oncle Théo hésitait un peu, jusqu'à ce que les mots jaillissent enfin. « Je l'ai fait uniquement pour vous. »« Pour nous ?» Tante Virginia était vraiment surprise. « J'ai cherché la tombe du 4e roi. Un trésor précieux y serait caché, le célèbre collier en jade fin. » Personne ne savait vraiment ce qu'oncle Théo voulait dire. Mais il continua simplement son récit. « J'ai découvert que les célèbres rois mages de Cologne étaient en fait 4. Et dans la tombe du 4e roi, le trésor est caché. » Tante Virginia leva les yeux au ciel. Encore une de ces histoires naudes de l'oncle Théo qui étaient généralement sans fondement. Malgré cela, elle le croyait. Du moins, en ce qu'il ne voulait faire de mal à personne. Alors elle lui mit affectueusement le bras autour de l'épaule. « Mon cher Théo, chaque enfant en Allemagne sait qu'il n'y a que 3 rois mages, Gaspard, Balthazar et Melchior. Personne n'a jamais entendu parler d'un 4e. Mais moi je vois cela autrement, et j'ai aussi des preuves. » Oncle Théo sortit un vieux document de sa poche, un parchemin écrit en écriture médiévale. « Qu'est-ce que c'est ?» Maintenant, tante Virginia devenait aussi curieuse. Oncle Théo leva le parchemin en l'air. Il est dit ici clairement qu'à l'époque, en 1164, non seulement 3 cercueils avec les rois mages sont arrivés à Cologne, mais 4. 4 rois mages, si vous voulez. Tante Virginia examina le parchemin, puis le passa à Klaus. « Ah, Théo, quelqu'un t'a encore de raconter des histoires, et il se réjouit maintenant que tu crois à ces bêtises. Il y a 3 rois mages, et pas plus. » Mais Klaus, qui tenait le parchemin dans la main, regarda les autres et déclara d'une voix convaincante « Je n'en serais pas si sûr. » Maintenant, tout le monde regardait Klaus. Il savait ce que cela signifiait. Klaus avait utilisé ses pouvoirs secrets. Et chaque fois que cela arrivait, on tombait directement dans une aventure sauvage. Klaus avait un don qu'il gardait secret pour tout le monde, sauf ses amis. Lorsqu'il touchait un ancien objet, un document, un meuble antique ou même une peinture historique, il pouvait voir quelque chose. Il pouvait voir exactement ce qui s'était passé autour de cet objet. Cela se déroulait alors dans son esprit aussi clairement qu'une courte vidéo sur TikTok ou ailleurs sur le net. Quand cela se produirait, il ne pouvait malheureusement pas le contrôler. Cela arrivait simplement quand cela voulait arriver. Et maintenant, alors qu'il tenait le parchemin ancien dans ses mains, cela se produisait à nouveau. Klaus pouvait voir comment, en l'an 1164, un puissant navire remontait le Rhin et s'arrêtait dans la petite ville de l'époque. Beaucoup de gens étaient rassemblés, et quelques-uns, reconnaissables à leurs vêtements somptueux, étaient probablement les princes les plus hauts et les plus importants de leur temps. Quelque chose a été déchargé du bateau. C'étaient 3 cercueils qui ont été amenés à terre avec précaution. Mais à la fin, un 4e cercueil est effectivement arrivé, différent des 3 premiers, mais tout aussi somptueusement décoré. Et ainsi se termina la version de Klaus.
Chaque fois que Klaus avait ces visions, c'était comme s'il se réveillait d'une petite sieste. Et donc, il n'était pas surpris que tout le monde le regardait. Il voulait garder savoir ce qu'il avait vu. Klaus n'a pas fait languir ses amis longtemps. Oncle Théo avait raison. Il y a bien eu 4 cercueils qui sont arrivés à Cologne. Tout le monde avait l'air surpris. Seul oncle Théo affichait un large sourire. Enfin, il avait eu raison une fois. Loin de Cologne, en Amérique, plus précisément à New York, le baron se frottait les mains. Bien sûr, ce n'était pas son vrai nom, mais il aimait que ses subordonnés l'appellent ainsi. Le baron, ça sonnait vraiment noble et puissant. Et puissant, il l'était en effet, après tout. Ses affaires louches lui avaient rapporté beaucoup d'argent, de l'argent avec lequel il voulait acheter tout ce qu'il aimait. Mais ce n'était plus vraiment ce qui l'intéressait. Ce qu'il voulait vraiment, c'était ruiner définitivement tante Virginia et la pousser hors du commerce des antiquités. Il la connaissait depuis longtemps, depuis qu'ils étudiaient tous les deux l'histoire ancienne. Mais il était déjà clair à l'époque que le baron voulait utiliser ses connaissances sur les trésors historiques uniquement pour gagner beaucoup d'argent. Tante Virginia, en revanche, utilisait ses connaissances pour laisser les antiquités prendre la poussière quelque part dans un musée. Quel gâchis! Et bien trop souvent, elle lui avait subtilisé des œuvres d'art précieuses juste sous le nez. Mais maintenant, ça allait se terminer. C'était vraiment une idée intelligente de sa part de dénoncer tante Virginia au service d'urbanisme. Sans son tuyau, personne n'aurait pensé que sa maison était endommagée. Maintenant, elle était finalement en train de sombrer. Néanmoins, il voulait être sûr. Il écoutait son téléphone aussi souvent que possible, celui de son stupide ami Théo, et même celui de Klaus et de ses amis. Quoi que Virginia prévoyait pour se sauver, il l'empêcherait de le faire. Et donc, il envoya une équipe de ses gars à Cologne. Il devait être sur place pour pouvoir intervenir à tout moment. Puis, il alluma un cigare et laissa la fumée monter lentement et avec satisfaction. Bientôt, son pire ennemi disparaîtrait enfin du paysage. Elle ne fouillerait plus dans l'histoire, mais ferait elle-même partie de l'histoire. En même temps, à Cologne, Klaus racontait ce qu'il avait vu. Il y avait 3 cercueils des rois mages. Même leur nom était inscrit dessus. Mais ensuite, il y avait un 4e cercueil. Et celui-là avait l'air complètement différent, avec des motifs bizarres de dragons, de fleurs et une tonne de caractères. Je veux dire, ça ressemblait à du chinois. Anna était perplexe. Quel est le rapport entre des caractères chinois et les rois mages? Mais oncle Théo rayonnait. Manifestement, il s'y attendait exactement. « J'ai découvert ça il y a longtemps », raconta-t-il triomphalement. Il était sur le point de commencer l'une de ces longues histoires qui n'étaient généralement qu'une suite d'exploits héroïques qu'il n'avait jamais vécus, mais qu'il avait soigneusement inventés. Mais il n'avait pas le temps pour ça maintenant. C'est pourquoi tante Virginia l'a également interpellé avec un ton de reproche. « S'il te plaît, Théo, dis-nous seulement ce qu'on doit savoir. »« Très bien, » répondit Théo. « Quand les rois mages ont entrepris leur voyage pour trouver Jésus, c'était une époque très dangereuse. Les voleurs guettaient Anna partout, et donc on avait besoin de protection. Un des 3 rois, Gaspard, était un homme très voyageur et un ami personnel de l'empereur chinois de l'époque. Et il envoya pour le protéger la meilleure combattante du monde à ce moment-là. C'était une femme, la chef de sa garde personnelle. Malheureusement, son nom n'est pas transmis, mais elle a protégé les 3 rois mages jusqu'à la fin de sa vie. « Bien sûr, » murmura Anna, « tout le travail a encore été fait par une femme, et les hommes ont reçu toute la gloire. »« C'est vrai, » acquiesça son oncle Théo. « Mais les 3 rois savaient déjà qu'il devait être reconnaissant. Ils lui ont offert un collier de jade d'une valeur inestimable. »« À quel point précieux ?» demanda Fabio. « Suffisamment précieux pour réparer cette maison. Assez précieux pour construire 100 maisons. » sourit l'oncle Théo. Son urne a été cachée quelque part à Cologne avec le collier de jade. Qu'est-ce qu'on attend? Klaus attrapa sa veste. Nous devons trouver le collier. Et il se précipita dehors, car une fois que Klaus était en quête de trésors, rien ne pouvait l'arrêter. Cependant, entre-temps, le baron n'était pas resté inactif. Il avait envoyé 4 hommes à Cologne pour contrecarrer les plans de Klaus et de ses amis.
Les quatre venaient d'arriver à l'aéroport et recevaient les dernières instructions du baron via leur smartphone. Sa voix était clairement audible. Vous les suivez à la trace, vous les attrapez à un moment tranquille et vous les enfermez quelque part jusqu'à ce que la maison de Virginia soit enfin démolie. Et s'ils ne se laissent pas attraper facilement ? Demanda l'un des quatre hommes. Alors, vous les neutralisez. Si nécessaire par la force, tant que personne ne le remarque. Je vais essayer de recueillir plus d'informations depuis ici pour découvrir ce qu'ils préparent. Terminé. Les quatre hommes se faisaient un signe de tête et se mettaient en route. Attraper 3 enfants et leur oncle enrobé ne devrait pas poser de gros problèmes. Depuis le téléphérique qui traverse le Rhin au nord de la ville, on a la meilleure vue sur Cologne. Dans l'une des cabines se trouvait là maintenant Klaus, avec ses amis et oncle Théo. Klaus racontait précisément ce qu'il avait vu dans sa vision. Ici, là en bas devant la vieille ville, le bateau est arrivé avec les 4 cercueils. Je pouvais voir exactement comment ils ont été déchargés. Oncle Théo, qui s'était déjà longtemps intéressé à la chasse au trésor, connaissait même le chemin précis de la procession qui avait suivi à l'époque. Là-bas, à Sankt Maria im Capitol, il montra une petite église au bord du Rhin. C'est là qu'ils sont arrivés à l'époque. Et ensuite, ils ont emprunté une rue appelée aujourd'hui Dreikönigispförtchen. Pourquoi personne n'a-t-il dit à l'époque qu'il y avait 4 cercueils ? Voulait savoir Fabio. Mais Anna avait déjà la réponse. C'est évident. 3 rois puissants, qui plus est saints, et personne n'avouerait volontairement qu'ils avaient besoin d'une femme pour s'en sortir dans la vie. Aujourd'hui encore, 3 hommes n'avoueraient pas qu'une femme seule est plus forte et meilleure qu'eux. C'était clair, et Anna avait certainement touché juste. Arrivés de l'autre côté du Rhin, les 4 flânaient le long du fleuve en direction du pont de Hohenzollern. D'ici, on peut presque directement atteindre l'autre côté du Rhin vers la cathédrale. Et c'est vers la cathédrale qu'oncle Théo pointa maintenant. Là-bas, dans la cathédrale, c'est là qu'ils ont finalement enterré les 3 rois dans le célèbre reliquaire des rois mages. Et qu'est-il advenu du 4e cercueil ? Voulait savoir Klaus. Mes recherches ont révélé que le corps avait été brûlé et que les cendres, ainsi que le collier de jade, avaient été cachés dans une urne quelque part. Je voulais juste chercher des indices dans l'arsenal, puis j'ai été arrêté. Pourquoi n'as-tu pas informé avant ? Nous t'aurions aidé. Pour que nous finissions tous en prison ? Anna désigna Klaus, Fabio et oncle Théo. Peut-être qu'une femme forte comme moi aurait pu veiller sur vous, les gars, non ? On dit que même les rois en ont bénéficié autrefois. Klaus sourit, parce qu'Anna avait tout à fait raison. Plus d'une fois, elle les avait sortis du pétrin. Alors qu'ils continuaient à marcher vers le pont de Hohenzollern, ils ne remarquèrent pas qu'ils étaient observés par les mêmes 4 hommes envoyés par le baron, et ils étaient maintenant assez proches pour intervenir. Les ordres du baron étaient tout clairs, intervenir et au besoin neutraliser. On aurait pu les prendre pour des touristes ordinaires, mais quand ils passèrent comme par hasard près d'Anna, ils intervinrent immédiatement. L'un attrapa Anna, qui poussa un cri strident. Lorsque Fabio et Klaus voulurent lui venir en aide, il était déjà trop tard. L'homme avait sorti un pistolet et le pointait sur la tête d'Anna. « Arrêtez, et pas un pas de plus !» cria un des hommes. Fabio, Klaus et l'oncle Théo qui venaient d'arriver s'arrêtèrent. Personne ne voulait mettre Anna en danger. « Que voulez-vous » Klaus fut le premier à retrouver sa voix. « Vous venez avec nous, le baron veut vous parler. » Le baron, bien sûr. Il avait souvent menacé tante Virginia de la neutraliser. Cette fois, il semblait sérieux, et ses acolytes ne semblèrent pas intimidés par elle. Klaus tenta de gagner un peu de temps. « Pourquoi veut-il nous parler ?»« Cela ne vous regarde pas, » répondit l'homme. « Vous pouvez venir de votre plein gré, ou votre ami le regrettera. » Un autre homme murmura à celui qui tenait Anna fermement. « Range le flingue. La police pourrait arriver, et on ne veut pas de ça. »« D'accord, » murmura-t-il en retour. « J'ai la petite bien en main. » Ce faisant, il rangea le pistolet, relâchant son emprise un court instant. C'est précisément ce qu'Anna attendait, car ce que les 4 voyous ignoraient, Anna était non seulement une sportive passionnée, mais aimait aussi essayer divers arts martiaux.
Judo, karaté, jujitsu, elle avait déjà tout essayé. Dernièrement, elle s'entraînait souvent au Krav Maga, qui a été inventé précisément pour se défendre contre des adversaires physiquement plus forts. Et c'est exactement ce qu'elle faisait maintenant. Un coup de pied sur le pied, un coude dans l'estomac, un deuxième coude dans le cou. Celui qui la tenait était déjà mis hors de combat. Le deuxième homme reçut un coup de poing sur le nez. Quand le troisième voulut leur venir en aide, Fabio et Klaus s'étaient déjà précipités sur lui, et le quatrième trébucha sur la canne que l'oncle Théo tenait habilement entre ses jambes. Cela ne suffisait pas à neutraliser les quatre définitivement, mais suffisamment pour fuir et mettre une petite distance entre eux et leurs poursuivants. Pourtant, maintenant tout devait aller très vite. Heureusement, les cartes et les plans de ville étaient de l'art quelque chose que Klaus pouvait mémoriser très rapidement et pour longtemps. Un regard sur une carte, et il l'avait déjà mémorisé à vie. Et à Cologne, il connaissait particulièrement bien les lieux. Ici, derrière le pont, il y avait une porte, et elle menait à un tunnel sous le Rhin. Aussi improbable que cela puisse paraître, ce tunnel, qui assurait l'entretien important de l'approvisionnement en chaleur de la ville, était encore praticable aujourd'hui. Klaus trouva la porte. Fabio l'ouvrit courageusement, et les quatre disparurent dans le tunnel d'environ la hauteur d'un homme. C'était une sensation étrange et oppressante. Après tout, ils se trouvaient maintenant à seulement quelques mètres sous le plus grand fleuve d'Allemagne. Mais ils n'avaient pas beaucoup de temps pour réfléchir. Derrière eux, ils pouvaient entendre les pas des poursuivants. Il n'y avait qu'une seule direction, en avant, jusqu'au bout du tunnel, sans avoir aucune idée de ce qui les attendait là-bas. Le Musical Dome de Cologne, où se déroulent des concerts et des spectacles musicaux tout au long de l'année, est bien connu dans la ville et se trouve juste entre la cathédrale de Cologne et le Rhin. C'est justement là que se terminait le tunnel, où Klaus et ses amis entendaient les poursuivants se rapprocher de plus en plus. Ils ont ouvert la porte au bout du tunnel, mais malheureusement, le chemin à droite et à gauche était bloqué par des travaux. Ils ne pouvaient que continuer à avancer, et ils ont atterri dans le Musical Dome juste derrière la scène. On entendait de la musique forte. Apparemment, un spectacle était en cours, mais leur chemin de fuite les menait directement sur scène. Les quatre n'avaient certainement pas envie d'y aller. Après tout, la salle était pleine de plus de 1500 spectateurs. Mais ils ont déjà vu les hommes à l'air renfrogné derrière eux. Les quatre n'avaient pas d'autre choix. Ils devaient continuer à fuir, traverser la scène en plein milieu de la comédie musicale. C'était évidemment à son apogée. L'hymne de clôture devait être le point culminant, interprété par la star de la comédie musicale. Mais c'est alors que Fabio, en fuite, est entré en collision avec lui. L'homme, une star acclamée de la comédie musicale, est resté étendu, étourdi, et il ne pourrait pas chanter de sitôt. À la place, Fabio a trébuché sur scène, et tout le monde l'a regardé. Les acteurs l'ont regardé, car ils attendaient leur star. Les spectateurs l'ont regardé, espérant le grand final. Et Fabio, il était presque à court d'air. Que devait-il faire? Klaus l'a poussé par derrière. « Fais quelque chose !» Que suis-je censé faire? Aucune idée. Chante quelque chose. Et Fabio, qui n'avait même pas réussi à réciter un poème devant la classe la veille, et maintenant, la musique a commencé, l'orchestre jouait, tout le monde regardait Fabio. Et lui, il a rassemblé tout son courage, a pris la fuite en avant et a chanté. D'abord doucement et d'une voix tremblante, puis un peu plus fort. Et quand il vit que les premiers spectateurs hochaient la tête en signe d'approbation, que les gens dans la salle semblaient apprécier ce qu'ils entendaient, il explosa littéralement, chanta de tout son cœur, dansa même maintenant. Les acteurs et le ballet se joignirent à lui, dansèrent autour de lui. Fabio chantait, entraînait tout le monde, et quand il eut fini, le public n'applaudit pas seulement. Non, ce fut une ovation qui déferla sur lui. La véritable star de la comédie musicale se réveilla alors de son kéo. Tituba légèrement en entrant sur scène, entendit les applaudissements, regarda Fabio d'un air sombre qui savait qu'il était temps de prendre la fuite. Avec Klaus, Anna et oncle Théo à sa suite, il disparut de l'autre côté de la scène. Du coin de l'œil, ils purent encore voir que les machinistes empêchaient leurs poursuivants de monter sur scène. Klaus et ses amis s'étaient définitivement échappés et tout en courant, Anna tapota joyeusement son ami Fabio. « Tu es mon héros !»
Fabio ne savait pas exactement ce qu'il préférait, les applaudissements du public ou le compliment de Anna. Mais une chose était sûre, qu'il n'aurait plus jamais peur de faire un exposé devant la classe. De retour à la librairie, Klaus racontait à sa tante Virginia ses aventures dans la ville. Bien sûr, elle voulait interdire à Klaus et à ses amis de continuer à chercher le collier de jade. C'était bien trop dangereux, et elle savait que le baron n'abandonnerait pas si facilement, mais le cœur de combattant de Klaus était éveillé. Il savait qu'il n'abandonnerait pas. C'était sa maison qui était en jeu ici. Fuir n'était pas une option pour lui. Il se battrait et trouverait le collier. De plus, il avait ses amis avec lui, et ils étaient l'un plus précieux que tous les bandits du monde réunis. Tante Virginia se rendit vite compte qu'elle ne pouvait pas arrêter Klaus. Pendant ce temps, oncle Théo fouillait dans ses notes qu'il avait prises lors de sa recherche du collier de jade. Dans l'armurerie, au tout début, juste avant son arrestation, il avait trouvé un indice. À Cologne, il y avait des hommes et des femmes qui, depuis des siècles, avaient pour mission de cacher la tombe de la garde du corps chinoise. L'un d'eux était l'ancien maître chocolatier de Cologne, Annen Enna Cologne. Le chocolat était autrefois très important. L'une des plus grandes usines de chocolat d'Europe se trouvait dans le quartier sud de Cologne, et les personnes âgées racontent encore aujourd'hui le merveilleux parfum de chocolat qui flottait parfois sur le quartier. Aujourd'hui, cette usine n'existe plus, mais il y a un célèbre musée du chocolat. Si le dernier gardien du secret de la tombe était le maître chocolatier, peut-être pourrait-on trouver un indice caché dans le musée, n'est-ce pas ? Les enfants, en tout cas, étaient ravis de l'idée. Même si on ne trouvait rien, une visite au musée du chocolat serait toujours une bonne idée. Le musée du chocolat de Cologne est un véritable paradis pour les enfants. Il y a même une fontaine d'où coule du véritable chocolat et dont on pouvait se servir à volonté. Bien sûr, Fabio commença sa recherche d'un indice exactement là. Après tout, quelque chose pourrait y être caché, n'est-ce pas ? Anna devait rire en voyant Fabio se servir encore et encore de la fontaine avec enthousiasme. Mais après le numéro au Musical Dome, il méritait bien plus qu'une simple récompense. Klaus et oncle Théo tentaient entre-temps de se mettre dans la peau du maître chocolatier. Où pourrait-il avoir caché un indice ? Après tout, le chocolat est fait pour être mangé rapidement. Il n'aurait donc rien laissé sur une tablette de chocolat. Klaus examinait entre-temps les moules à chocolat vieux d'un siècle. Le maître devait les avoir tous tenus en main à un moment donné. Il y avait les formes les plus belles, mais aussi les plus folles, des Pères Noël, des lapins de Pâques dans les costumes les plus divers, mais aussi de simples tablettes carrées, avec des décorations parfois très artistiques. Et puis Klaus vit enfin ce qu'il cherchait. Un des vieux moules à chocolat avait des caractères chinois. Il n'avait absolument rien à faire là, mais ne se remarquait pas du tout parmi toutes les formes. Une cachette géniale, tout à fait évidente, et pourtant à peine visible. Si on faisait du chocolat avec ce moule, il devait y avoir des indices pour la tombe. Mais comment accéder au moule, qui était dans une vitrine ? Oncle Théo voulait résoudre le problème à l'ancienne. Ouvrir la vitrine, voler le moule et rentrer chez soi. Mais Klaus devait lui rappeler que, premièrement, il y avait beaucoup de gardes ici. Et deuxièmement, cette méthode avait justement conduit oncle Théo en prison hier encore. Entre-temps, Anna et Fabio les avaient rejoints. Au musée du chocolat de Cologne, il y avait beaucoup à voir, tellement que l'on avait besoin d'un guide. Et il y en avait beaucoup ici, principalement des étudiants qui gagnaient un peu d'argent en plus en guidant un groupe de touristes. Tous portaient un t-shirt coloré du musée, ce qui les rendait faciles à reconnaître. En quelques minutes, Anna s'était également procuré un de ces t-shirts. On pouvait les acheter à l'entrée. Maintenant, elle n'avait plus qu'à trouver quelques touristes pour passer pour une véritable guide. Elle a abordé un groupe qui ne semblait pas vraiment savoir quoi faire ici. Parfait, pensa Anna. Bonjour, je suis Anna et je suis votre guide aujourd'hui. Je suis ravie de vous montrer toutes nos attractions et cette visite est bien sûr entièrement gratuite pour vous. Eh bien, les touristes n'ont bien sûr pas voulu manquer cette offre et Anna a ainsi débuté sa visite improvisée. Évidemment, elle n'avait aucune idée de ce qu'il y avait à voir ici, mais bon,
Il s'agissait de chocolat, elle avait 12 ans, et en matière de chocolat, chaque 12 ans est quasiment un expert. Quand Klaus a remarqué ce qu'elle faisait, il a rapidement rejoint son groupe et a joué le rôle du touriste curieux. Entre-temps, Fabio et oncle Théo s'étaient également joints à eux, et Anna, à force de parler, parlait du chocolat, comme si elle avait fait ce métier depuis des années, et les touristes étaient les ravis. Alors qu'ils s'approchaient des moules à chocolat, Klaus posa la question décisive. Est-ce que ces moules fonctionnent toujours, et pourrait-on peut-être voir comment ça marche ? Bien sûr, Anna aimerait bien montrer ça tout de suite. Elle voulait ouvrir la vitrine, mais malheureusement, elle était équipée d'une serrure de sécurité. Anna l'a secouée 2 ou 3 fois, mais rien ne s'est passé. Rien, sauf qu'un des gardiens du musée l'a remarqué. Zut! Allait-il se faire prendre maintenant ? L'homme s'est approché et Anna a déjà cherché des moyens de s'enfuir. Mais il a simplement sorti une clé, a ouvert la vitrine et a souri à Anna. « Alors, premier jour aujourd'hui ?» Anna hésitait. « Eh bien, oui. » Le gardien lui a tendu la clé. « J'ai aussi oublié les clés le premier jour. Rends-moi la mienne plus tard. » Et avec ça, il est parti. Et Anna n'en croyait pas ses yeux et a ouvert la vitrine. Un quart d'heure plus tard, Klaus avait le chocolat important dans la poche. Les touristes applaudissaient en raison de la visite réussie. Et Anna avait gagné presque 20 € de pourboire. Le gardien lui a tapoté l'épaule. Si elle continuait comme ça, elle deviendrait probablement l'employée du mois. De retour à la maison dans la librairie d'antiquités, Klaus étudia soigneusement la tablette de chocolat avec ses amis. Et en effet, c'était une sorte de carte, plutôt une carte au trésor. Avec l'aide d'Internet, les caractères chinois sur la carte furent rapidement déchiffrés. Il fallait monter à la cathédrale de Cologne, et là-haut aligner la carte exactement. La flèche sur la carte indiquerait alors l'endroit exact où se trouve la tombe de la garde du corps. Klaus regarda sa montre. La cathédrale de Cologne était encore ouverte. S'il se dépêchait, il pourrait résoudre l'énigme aujourd'hui. Cependant, l'oncle Théo préférait renoncer. 533 marches à grimper. Il ne pourrait pas le faire aujourd'hui. Pour les enfants, par contre, c'était facile. Alors ils coururent. De la librairie au dôme, c'était à peine 10 minutes à pied. En Amérique, cependant, le baron était furieux d'apprendre que ses assistants avaient été distancés par quelques enfants. Depuis, il les surveillait, certes, mais ces hommes ne pouvaient plus intervenir efficacement. Cependant, il analysait maintenant où il cherchait partout dans la ville, et il comprenait suffisamment l'histoire ancienne et connaissait l'oncle Théo depuis assez longtemps pour soupçonner qu'ils étaient après quelque chose de grand. Et petit à petit, il comprit, surtout après la visite au musée du chocolat, il cherchait la tombe de la garde du corps. Il s'agit sûrement du célèbre collier de jade, il devait absolument le posséder. Maintenant, il s'agissait de plus que de vengeance. C'était une question de business. Ses aides devaient juste continuer à surveiller les enfants et récupérer le collier de jade. Car il serait parfait dans sa collection, et cette journée horrible prendrait finalement une bonne tournure. Monter sur la cathédrale de Cologne est en réalité un immense plaisir. D'abord, on monte un escalier en colimaçon, qui peut être un peu étroit, surtout quand d'autres visiteurs viennent en sens inverse, puis vient rapidement un escalier beaucoup plus large, sur lequel on peut monter les dernières marches très confortablement. Au total, il y a près de 100 mètres de dénivelé à surmonter, et ceux qui sont en forme peuvent le faire en à peine 20 minutes, avec des pauses, pour monter tranquillement. Klaus, Anna et Fabi l'ont fait en moitié moins de temps. Ils ont quasiment couru, car ils voulaient absolument résoudre l'énigme de la garde du corps. Et après tout, pour Klaus, il s'agissait de bien plus. Il s'agissait de son foyer, sa maison, la seule maison qu'il ait jamais eue depuis que son père avait disparu. Il sauverait cette maison, quoi qu'il advienne. Et pour cela, il avait besoin du collier de jade. Quand ils furent enfin en haut, Klaus sortit le chocolat. Sur le tableau, à côté des caractères chinois, il y avait une grande flèche avec l'inscription « Maison du savoir » en lettres cursives à côté. Klaus ne savait pas exactement ce que cela signifiait, mais il espérait le découvrir ici, à la cathédrale de Cologne. Ce qu'il fallait faire exactement était révélé par les caractères. Il fallait orienter un côté du tableau exactement vers le Rhin,
précisément à l'endroit où le bateau avec les cercueils des rois mages et de la gardienne était arrivé autrefois. Eh bien, c'était facile pour Klaus. Après tout, il avait vu l'arrivée du bateau dans sa vision. Ensuite, la flèche devait pointer exactement vers le bâtiment, probablement cette maison du savoir, sous laquelle l'urne de la gardienne était cachée. Klaus accomplit rapidement cette tâche. Les enfants retenaient leur souffle de suspense, alors que la flèche indiquait une direction précise. Et ils voyaient rien. La déception était particulièrement visible chez Fabi. « Est-ce que tu tiens bien le chocolat du bon côté ?»« Bien sûr, » lui répondit Klaus. Mais pour plus de sûreté, il répéta encore une fois la procédure. Et encore une fois, rien n'était visible dans la direction de la flèche. Aucun bâtiment ne se distinguait particulièrement, et encore moins quelque chose qui ressemblait à une maison du savoir. Peut-être que c'est à quelques kilomètres d'ici et qu'on ne peut pas le voir d'ici, réfléchit Fabio. Non, ce n'est pas comme ça. Cologne n'est pas si grande non plus, et le maître chocolatier n'aurait pas donné d'indication, qui n'a pas de sens. Klaus réfléchissait intensément, jusqu'à ce qu'une idée lui vienne. Heureusement, il avait encore en tête des plans de la ville, qui datèrent de quelques années. Ici, dans la direction de la flèche, c'était ici l'ancien dépôt municipal. Bien sûr, la maison du savoir et le dépôt municipal. Ça doit être ça. Attends, répondit Anna. Alors pourquoi ne voyons-nous rien ? Une question légitime. Et la réponse est assez douloureuse pour de nombreux habitants de Cologne, comme Klaus le savait. En 2009, les habitants de Cologne voulaient même construire une nouvelle ligne de métro, en plein centre-ville de Cologne, directement sous la ruée de la Severinstrasse. Et exactement le 3 mars 2009, cela s'est produit. À cause d'une malfaçon dans la construction, tout le chantier s'est effondré et a englouti pratiquement tout le dépôt municipal, qui s'est effondré avec fracas. Depuis, il y a là un énorme trou au milieu de la ville, un chantier qui peut encore être visité aujourd'hui. Heureusement, on peut encore y aller. Il faut juste qu'on réussisse à entrer sur ce chantier. L'emplacement de la tombe est écrit ici. Klaus tenait triomphalement le chocolat en l'air. Peut-être qu'il trouverait réellement aujourd'hui le collier de jade ? En plus de la cathédrale de Cologne, les habitants de Cologne sont surtout fiers de leur carnaval. Bien qu'il se célèbre techniquement seulement du 11 novembre jusqu'au défilé du lundi des roses, les habitants de Cologne aiment fêter souvent. Il n'est donc pas surprenant qu'on trouve partout dans la ville des magasins où l'on peut acheter toutes sortes de costumes. On peut se déguiser en ange, en clown, voire en robot ou en cow-boy. Comme on marche de la cathédrale vers le chantier, de la Severinstrasse, en passant par la plus grande rue commerçante de Cologne, la Hohe Strasse, il n'était pas surprenant que les 3 enfants finissent par passer devant un magasin de costumes. Anna eut alors une idée. « Venez avec moi », dit-elle en tirant ses 2 amis par la main dans le magasin, et moins de 10 minutes plus tard, ils en ressortirent, habillés en ouvriers du bâtiment, avec gilet de sécurité et casque. Si nous devons déjà nous faufiler sur un grand chantier, nous devrions aussi avoir l'air d'y appartenir. Fabi n'était pas vraiment convaincue. « Nous sommes des enfants, on va se faire repérer tout de suite. » Mais Klaus aimait l'idée d'Anna. De près, oui, mais de loin, nous ressemblons simplement à 3 autres collègues. Cela ne peut pas faire de mal, en tout cas. Ainsi, les 3 continuèrent à descendre la Hohe Strasse dans leurs costumes, sans remarquer qu'ils étaient déjà observés et suivis par les hommes du baron. Lorsqu'ils sont arrivés au chantier, ils ont immédiatement vu le trou énorme au milieu de la ville. « Incroyable !» murmura Fabio. « Ça a dû être un sacré boucan à l'époque. » Le grand chantier était entouré par une clôture métallique, mais ils ont vite trouvé un coin où ils pouvaient y passer inaperçus. De toute façon, le chantier n'était pas particulièrement sécurisé. Qu'y avait-il à voler ici ? De plus, Anna avait raison. Dans leur costume, ils ne se faisaient pas remarquer. Les ouvriers étaient suffisamment occupés par leur travail pour prêter attention à chaque nouveau collègue sur le chantier. Pendant ce temps, Klaus tenait le chocolat dans une main et son smartphone dans l'autre. Sur le chocolat, il est écrit que l'urne se trouve exactement au centre du bâtiment. Selon les photos, ça devrait être ici. Il marqua un croix sur le sol avec ses pieds. C'est ici qu'il faut creuser, 1 mètre. Cependant, Klaus réalisa qu'ils n'avaient pas du tout d'outils avec eux. Ils devraient probablement revenir demain, mais Fabio
qui comme tout garçon se sentait parfaitement à l'aise sur un chantier, avait déjà exploré les environs et revint avec 3 pelles. Voilà, et tout était juste là-devant. Il y a même une petite pelle mécanique. Si on l'utilise, ça ne prendra que 2 minutes. Anna regarda avec scepticisme. « Tu sais conduire une pelleteuse ?» Klaus afficha un air confiant. « Bien sûr que je sais. » Puis il continua un peu moins fort. « En fait, seulement sur la console. Mais bon, là-dessus, je suis vraiment bon avec la pelleteuse. » Anna se contenta de regarder Klaus, qui acquiesça, prit une pelle. « Je pense qu'avec la pelle, on peut s'en sortir aussi. » Heureusement, le sol était assez meuble à cet endroit. Ils auraient avancé plus vite si Fabio avait aidé plus souvent. Mais il était tellement ravi de pouvoir courir comme il voulait partout sur le chantier qu'il découvrait sans cesse quelque chose où il pouvait fouiner, et donc disparaissait la plupart du temps. Et donc, il n'a pas remarqué quand Klaus a heurté quelque chose de dur avec la pelle. Il était excité. « Une dalle de pierre ? Ça doit être ici !» Il continua à creuser rapidement. Anna dégagea la dalle de pierre avec ses mains. Elle était couverte de caractères chinois. Pendant que Klaus réfléchissait encore à la manière de se débarrasser de la dalle, Anna était déjà passée à l'action. Un coup de pelle, et la dalle se brisa. Et sous la pierre qu'ils ont déplacée, quelque chose était visible. Une sorte de vase, ou autrement dit, une urne. Klaus la sortit lentement et avec respect. « L'urne de la gardienne du corps, » murmura-t-il. « Il y a un bouchon dessus. »« Ouvre !» Anna ne pouvait presque plus supporter la tension lorsque Klaus ouvrit lentement le couvercle, plongea sa main dans l'urne et en sortit un collier étincelant avec des pierres de jade verte. Anna était complètement sans voix. « Il est magnifique. » Elle voulait juste le toucher quand elle entendit une voix derrière elle. « Il est magnifique. Et maintenant, il nous appartient. » C'étaient les 4 aides du baron. Il les avait suivis et maintenant ils se tenaient devant eux. 2 d'entre eux avaient dégainé leurs pistolets. « Donnez-nous le collier, et peut-être que vous sortirez d'ici en un seul morceau. » Klaus hésitait, mais le chef de la bande s'approchait. « Donne-moi ça, tout de suite. » Un de ses acolytes criait depuis l'arrière. « Au fait, où est le 3e d'entre eux ?» Mais le chef fit un signe de la main. Il a sûrement fui et est en train de faire dans son pantalon de peur. Les hommes rirent. Mais Fabio n'avait ni fui, ni avait peur. Pas maintenant. Pas quand la vie de ses amis était en jeu. Il n'avait pas peur, mais il avait un plan. Et juste au moment où il semblait que les bandits allaient remettre leurs menaces à exécution et s'emparer du collier par la force, quelque chose apparut derrière eux, une pelleteuse, avec sa pelle levée. Et avant que les 4 bandits ne réalisent vraiment ce qui leur arrivait, la pelleteuse avait déversé sa charge et les avait enterrés sous un tas de terre. Fabio était assis sur la pelleteuse et cria « Allez, montez vite !» Klaus et Anna ne se le firent pas dire 2 fois. Ils sautèrent sur la pelleteuse et Fabio accéléra à fond. « Et puis, c'est à bien mieux que la PlayStation !» Fabio a traversé la clôture du chantier et a dévalé la rue de la Severinstrasse avec la pelleteuse. Quand il n'y eut plus aucune trace des poursuivants derrière eux, ils arrêtèrent la pelleteuse et coururent chez eux. Le lendemain matin, Klaus, Anna et Fabio s'étaient rapidement remis de leur aventure et prenaient le petit déjeuner ensemble. Les journaux et newsletters qu'ils feuilletaient et mettaient sur leur smartphone n'avaient de qu'un seul titre, celui du jeune chanteur inconnu qui a enchanté le public spontanément hier au musical. Malheureusement, personne ne savait qui il était. Anna poussa Fabio du coude. « Tu devrais te manifester, tu as vraiment du talent. » Mais Fabio fit un geste de la main. « Non, merci, chaque jour le trac, je n'ai vraiment pas besoin de ça. »« Enfin, tu n'auras plus peur de parler devant la classe, » dit Klaus. Et il avait déjà repéré un autre gros titre. « Ici, 4 hommes arrêtés, pour vandalisme sur le chantier de la Severinstrasse. Ils leur ont même attribué le vol de la pelleteuse. »« Parfait, » sourit Anna. Nous ne les reverrons pas de sitôt, Ellentet. La police les connaît maintenant. À Cologne, ils ne nous poursuivront plus. Artin, où est donc tante Virginia ? Demanda Fabio.in dans son bureau avec oncle Théo. Ils vendent en ce moment le collier de jade. Et c'était exactement comme ça.
Tante Virginia et oncle Théo étaient assis dans le bureau en face d'un homme qu'ils semblaient en connaître depuis longtemps. « C'est vraiment toujours un plaisir de faire affaire avec vous, » dit l'homme, et tante Virginia répondit « De même. Et vous pouvez comme toujours nous garantir que le collier finira bien dans un musée. » Bien sûr, comme toujours, mais je dois vous dire encore une fois, sur le marché libre, le collier vaudrait 10 fois plus. Oncle Théo soupira bruyamment. « S'il te plaît, Virginia, juste cette seule fois. » Non et non encore, Théo. Nous ne nous enrichissons pas avec des antiquités. Elles ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à tous. Nous prenons juste ce dont nous avons besoin. 207 000 € pour la réparation de la maison. 20 000 pour la caution de Théo. C'est tout. Oh oui, c'est vraiment tout. Soupira Théo une dernière fois. Une seule fois, j'ai trouvé un trésor et je n'ai rien eu. Bien sûr que tu as eu quelque chose, dit Virginia en souriant. Tu as fait la seule chose correcte et en passant, tu as aussi sauvé Klaus et moi. Ça ne vaut rien ? Oui, c'était déjà quelque chose. Oncle Théo devait le reconnaître aussi, qui avait maintenant l'air un tout petit peu heureux. Quelques jours plus tard, Klaus, Anna et Fabio se tenaient sur le pont sud de Cologne, un pont ferroviaire que l'on ne peut traverser qu'à pied et qui est toujours assez calme. Klaus tenait l'urne contenant les cendres de la garde du corps dans sa main, l'ouvrit solennellement. « Je suis sûr que nous faisons ce qu'il faut. Le Rhin se jette dans la mer, et par la mer, elle retrouvera sûrement un jour le chemin de sa maison en Chine. » Pourtant, Hannah ne se sentait pas vraiment à l'aise. « Tu as raison, mais c'est quand même étrange d'enterrer quelqu'un qui n'a même pas de nom. »« Pour moi, elle s'appelle Anna, » dit Fabio spontanément. Klaus et Hannah se tournèrent, étonnés, vers Fabio, qui continua « Elle était la femme la plus forte du monde. Et pour moi, notre Anna est la femme la plus forte du monde. » « Il a vraiment raison, » sourit Klaus. « Anna lui va très bien. » Il tendit l'urne à Anna. « Tiens, tu devrais le faire. » Anna prit l'urne, l'ouvrit prudemment, puis elle versa lentement les cendres dans le Rhin et murmura « Rentre bien chez toi, Anna. » Une petite larme coula sur son visage, mais en même temps, elle souriait. Les cendres tombèrent doucement et disparurent rapidement dans le Rhin. Les trois regardèrent encore un peu le Rhin et prirent ensuite le chemin du retour. « Ah, que va-t-il se passer avec l'urne maintenant ?» demanda Fabio. « Elle va chez tante Virginia, » répondit Klaus. « Elle connaît un musée où l'urne aura une place fantastique. » « Dommage qu'il n'y ait pas eu 5 rois, » réfléchit Fabio sur le chemin du retour. « Pourquoi ?» demanda Hannah. « Eh bien, peut-être qu'il y aurait encore un trésor à découvrir. » « Tu as raison. Dommage qu'il n'y en ait pas eu 5. » C'est alors qu'Anna remarqua que Klaus regardait dans le vide d'un air absent en tenant fermement l'urne. Fabio l'avait remarqué aussi. Il chuchota à Anna. Il a encore une de ses visions. Quelques instants plus tard, c'était déjà fini, et Klaus les regardait. « De quoi parliez-vous ?»« Eh bien, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de trésors cachés à Cologne. »« Oh non !» sourit Klaus. « Je crois qu'il y a encore plein de trésors à découvrir ici à Cologne. Allez, nous avons du travail à faire. » Et les trois coururent sur le pont pour rentrer chez eux, et vers la prochaine aventure. Et la prochaine aventure se trouve dans l'application Klaus Becker. Chaque semaine, de nouvelles aventures dans les endroits les plus incroyables et passionnants du monde. Ah oui, et un petit conseil, écoute aussi les aventures de Klaus Becker dans une autre langue. Cela t'aidera à te faire comprendre dans le monde entier.